Merci beaucoup, messieurs les présidents. D'abord, bonjour à tous et un grand merci au collège pour me faire confiance d'une année à l'autre. C'est un honneur. Et donc, je vais vous parler d'un sujet un petit peu traité différemment. Il est question de bruit, mais de la manière dont on va le supprimer et des problèmes qui vont en résulter. Donc, un certain nombre de liens d'intérêt, c'est ce qui prouve que ce sujet soulève une certaine attention. Évidemment, pas des subventions énormes dans chaque cas, parce que les gens sont dans le mode wait and see, bien sûr. Alors, quel est le problème ? Dans le cas de diffusion de musique, dans des situations où, je dirais, c'est un peu de la musique en boîte, ou dans l'utilisation de sons de visioconférence, on a un impératif parce que voilà le tracé, l'enveloppe, c'est très grossier bien sûr comme représentation, quand on a un son dans lequel persiste un certain nombre de vallées. Donc vous avez non pas l'écoute du son, du signal dans les vallées du bruit, mais vous avez l'écoute du bruit éventuellement qui va venir gêner dans les vallées du signal. Alors un moyen très simple de ne plus être gêné par le bruit, vous voyez qu'ici le pourcentage de vallées c'est 22% du morceau total considéré, dans d'autres cas 18%, voilà. Ça c'est des morceaux non traités, non trafiqués sur le plan électronique. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le bruit extérieur, les événements gênants vont pouvoir s'infiltrer. Et moyen très simple de s'en débarrasser, c'est de supprimer les vallées du signal et à ce moment-là, d'appliquer une compression telle que, grosso modo, vous le voyez ici, et il n'y a plus que 5%, à peu près de mémoire, c'est caché par le petit papillon, 5% de possibilité pour les signaux compétitifs gênants extérieurs de s'infiltrer. Et là, on passe de 18% à 9%. Donc, c'est un moyen confortable de privilégier un signal par rapport à d'autres. Et dans la musique en boîte, comme dans les visioconférences, on a besoin de privilégier une seule source. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a essayé d'expérimenter parce que les sujets humains rapportent une fatigue qui s'installe rapidement. Qu'est-ce qui se passe ? On a pris des animaux pour être moins scrupuleux quant à la fatigue, exposés à une musique en boucle, un groupe de musique originale, un groupe de musique compressée, et on s'est placé dans la situation d'une discothèque, 102 dBA, c'est le niveau maximum tolérable, donc c'est le niveau utilisé, et 4 heures en boucle, une seule session. On s'est dit que les cochons d'Inde ne seraient pas choqués d'entendre 53 fois le même morceau. Et T0, c'est le début de l'exposition. Et puis à 4 heures, l'exposition est finie. On teste jusqu'à 7 jours. Éventuellement, la réponse cochléaire via les auto-émissions acoustiques. Animaux éveillés, on ne peut pas leur faire grand-chose que les auto-émissions. Dans une petite boîte qui les maintient calmes. Et puis la force du réflexe tapédien pour avoir quelque chose de rétro-cochléaire. Autres expériences, eh bien d'autres musiques. C'est sans fin, on peut essayer toutes les musiques du répertoire. Et puis aussi la visioconférence, mais là on la met rarement à 102 décibels et plutôt 75 dBA pendant typiquement 1 à 2 heures. Et là on peut se permettre des sujets humains parce que de toute façon nous sommes tous obligés de nous exposer à cela. Alors les effets sur la cochlée, c'est très lénifiant. On a, par exemple, les seuils d'auto-émission acoustique. Chez l'homme, on ferait les seuils en audiométrie tonale. Les contrôles ont une reproductibilité parfaite et ne bougent pas à toutes les fréquences correspondant à l'audition du cochon d'Inde. Le cochon d'Inde a l'avantage d'avoir une audition assez proche de celle de l'homme sans coûter un prix phénoménal. Le chinchilla serait mieux, mais c'est problématique. Pour la musique originale, on a une petite élévation des seuils d'auto-émission. Juste à la fin du morceau, c'est assez compréhensible, 4 heures à 102 décibels. On a les oreilles un peu dans le coton, mais pas gigantesquement. Et puis ensuite, tout récupère, comme on le sait très bien. C'est pour ça que les normes ont été faites. Et finalement, 102 dB sans précision de temps, c'est pas si mal, même si ça a été beaucoup critiqué. Musique surcompressée, un peu plus de fatigue à l'arrêt du son, mais en fait, tout récupère. La cochlée, sur le plan micromécanique, est parfaitement protégée
par la situation aussi agressive semble-t-elle. Alors on peut aussi mesurer très facilement le seuil des réflexes acoustiques stapédiens avec le même outillage que pour les auto-émissions, sauf que maintenant on applique des sons en type de bande de bruit, de niveau croissant, et on remarque que d'une part les auto-émissions changent d'amplitude et changent de phase, et d'autre part les sons extérieurs utilisés comme stimuli subissent une réflexion, c'est de l'impédance-métrie, subissent une réflexion sur la membrane tympanique. Et donc de tout ça, on peut extraire non seulement le seuil de réflexe, mais aussi la force du réflexe. Quand on se place bien au-dessus du seuil, que reste-t-il à notre réflexe quand il est fatigué? Alors, 100%, c'est pas de fatigue, réflexe normal. Vous voyez que les témoins restent benautement à 100% comme il ne leur est rien arrivé. Pour les animaux exposés à la musique originale, juste à la fin de l'exposition, la force du réflexe acoustique est en médiane divisée par 2, avec une assez grande dispersion, comme on le sait, comme on s'en doute. Et pareil, enfin en gros pareil, c'est pas significativement différent chez les sujets exposés à la musique surcompressée. Au bout de 24 à 48 heures, les musiques originales ont récupéré, pratiquement totalement, pas du tout la musique surcompressée. Et au bout d'une semaine, avant un essai de deuxième exposition, oui, on va en discothèque en moyenne une fois par semaine quand on est jeune, parfaite récupération des sujets exposés à la musique normale, pas de récupération, toujours pas au bout d'une semaine. Appelons ça fatigue, mais une fatigue d'une semaine entière. Une réexposition n'aggrave pas les choses, ce qui est un peu rassurant. Donc en conclusion, on a quand même regardé les synapses, et chez le cochon d'Inde, et ça a été cité tout à l'heure, il n'y a pas vraiment de synaptopathie évidente, en tout cas dans les endroits testés. Donc c'est une fatigue des circuits nerveux, c'est rétrocochléaire, mais c'est pas au niveau synaptique. On a un taux de micro-silence important parce que le premier morceau que je vous ai montré au début, de 22% de silence relatif en original, on passe à 5% en compressé, c'est phénoménalement écrasé. Le deuxième morceau est moins violent et lui n'avait pas d'effet sur quelques cochons d'Inde testés. Donc c'est très important, c'est probablement pas l'unique paramètre, et puis surtout ce qui est plus intéressant, parce qu'on n'est pas vraiment obligé d'aller en discothèque, c'est la parole, c'est qu'est-ce qui se passe sur Teams, sur Zoom, sur Webex, etc. Et sur une manip pilote par notre doctorante Tininan, nous observons que sur une petite taille d'échantillon, le réflexe stapédien semble bien fatigué sur un laps de temps de 3 jours. 75 dBA pendant 2 heures et une fatigue de 3 jours, ça nous inquiète un petit peu et là-dessus, je vous laisse méditer. Il n'y a pas de conclusion, c'est un point de départ pour une réflexion qui bouleverserait certaines de nos normes. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Paul.